Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais fondamental, la prévention du suicide. C'est une réalité qui touche encore trop de personnes, de familles, de communautés, même ici au Témiscamingue. Pour en parler avec justesse, compassion et expertise, nous recevons aujourd'hui Annabelle Landry-Jeunesse, directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Avec elle, on va explorer différents aspects de cette mission essentielle, le rôle des pères aidants, l'accompagnement des proches, les réalités du terrain et aussi les défis bien humains de trouver un équilibre quand on travaille dans un milieu aussi chargé émotionnellement. Bonjour Annabelle. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui, merci. Peux-tu nous présenter brièvement le Centre de prévention du suicide? Certainement. Donc, le Centre de prévention du suicide, c'est un organisme à but non lucratif, en fait, qui vient en aide aux personnes qui ont des idées suicidaires, à leurs proches, aux personnes qui perdent quelqu'un par suicide, mais aussi aux intervenants du Témiscamingue qui pourraient avoir à œuvrer auprès de ces personnes-là, toutes catégories que je viens de nommer. Notre but, c'est vraiment de faire en sorte, si on était dans un monde de licorne, que le taux de suicide au Témiscamingue n'existe plus. On souhaite ça, en effet. Ouais. C'est quoi qui t'a poussé à aller travailler dans ce domaine-là puis d'être aussi la directrice de ce centre-là? C'est une très bonne question. Je sais pas. Je me demande encore pourquoi j'ai choisi ça. Non, c'est pas vrai. En fait, je suis moi-même une endeuillée par suicide dans ma famille. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui me touchait depuis longtemps. Je ne croyais pas, par contre, être capable de passer par-dessus à ce point-là. De me dire, j'ai assez fait mon deuil pour être capable d'aller travailler dans ça puis de transformer l'épreuve que j'ai vécue en une force, un peu, si je peux dire, pour me donner le courage puis la motivation d'aider les personnes qui vivent des situations comme celle-là. Mais écoute, c'est arrivé, fait que je me rends compte que finalement, c'est beaucoup plus bénéfique pour moi que je pensais. Ouais. Peux-tu nous parler d'une réalité spécifique au Témiscamingue là, en lien avec le suicide, en matière de suicide, exemple des statistiques? Je vous donnerai pas de statistiques, puis c'est pas parce que j'en ai pas ou parce que c'est parce que je veux pas. Ouais. Mais tu sais, en fait, on est une petite région, l'Abitibi-Témiscamingue, puis les statistiques québécoises sont faites sur un taux sur 100 000 habitants. Fait que ce qui fait en sorte que on pourrait interpréter les chiffres de tellement plein de façons parce que je vais quand même vous rappeler le fait qu'on est les deuxièmes au Québec avec le plus haut taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue. Puis là, je diviserai jamais le Témiscamingue de l'Abitibi-Témiscamingue pour les statistiques parce que c'est au prorata de la population. Puis il faut quand même savoir que chaque suicide, pour nous, en tout cas, pour tout le monde, c'est un suicide de trop. Fait que c'est une statistique qu'on aimerait mieux pas voir. Fait que même si je vous dirais qu'on en a 42 ou qu'on en a 23, ça ne changera rien parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'ait plus. T'sais, on travaille fort. C'est relatif aussi dans le sens où, en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, on va avoir environ une 40aine de suicides par année. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est deuxième au Québec dans le plus haut taux de suicide. Mais si on regarde des grandes régions ou des grandes villes, par exemple Montréal, ils ont 10 suicides par semaine. Fait que, tu sais, c'est difficile de faire la différence, mais c'est vraiment, faut vraiment, c'est ça, se rappeler que c'est au prorata de la population. Oui, exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi un père aidant, un proche aidant? Pour nous, là, les proches d'une personne suicidaire sont les personnes les plus importantes avec lesquelles s'allier. Dans le fond, tout ce qui est proche aidant, par aidant, c'est toute personne, de la famille ou non, qui supporte quelqu'un avec des idées suicidaires. C'est souvent ces personnes-là nos meilleurs filets de sécurité pour les personnes qui ont des idées suicidaires, là, encore une fois. Fait qu'on travaille fort avec les proches aidants. Ouais. C'est quoi un filet de sécurité? Dans le fond, un filet de sécurité, c'est un peu la toile d'araignée qu'on veut tisser autour d'une personne qui a des idées suicidaires pour être sûr qu'elle ne se rende pas à la tentative de suicide ou au suicide. OK. Selon toi, c'est quoi le rôle le plus précieux qu'un proche aidant, un père aidant peut jouer à travers tout ça? De pouvoir parler du suicide avec quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est déjà extrêmement difficile. Si un proche peut au moins faire ça, c'est
déjà un travail exponentiel qui est fait. Le proche doit aussi savoir écouter ses propres limites, par exemple. Tu sais, on veut pas que la personne s'épuise à aider quelqu'un d'autre parce que, comme nous, intervenants, on est tous des humains puis on a besoin de nous comme personne. Fait que si on veut aider les autres, il faut comme commencer par aller bien nous-mêmes. Fait qu'on va faire en sorte que, c'est ça, que ces personnes-là soient bien dans ce qu'ils peuvent offrir, qu'ils puissent offrir une présence, que ce soit physique ou que ce soit à l'écoute, disponible pour jaser, puis tout ça. C'est quoi les défis, mettons, qu'un père aidant pourrait rencontrer, qui pourrait mener justement à un épuisement ou... Mais le premier, ce serait de ne pas connaître les services disponibles. Tu sais, nous, on offre des services de l'accompagnement, des réponses aux questions à tous les proches aidants, des personnes qui ont des idées suicidaires. Fait que quelqu'un qui reste toute seule avec ça, qui en parle pas, qui respecte pas ses limites aussi, qui est très fatigué puis qui est en hypervigilance, par exemple, ça pourrait être dangereux pour l'épuisement. Fait que c'est pour ça qu'il y a des ressources qui existent aussi pour accompagner ces personnes-là pour prendre les bonnes décisions. Puis, est-ce que vous avez des formations que vous pouvez donner à ces proches aidants-là? Ou... On n'a pas de formation spécifique pour les proches aidants. Tu sais, on a des formations populationnelles pour être capable d'accueillir des idées suicidaires puis être capable de référer. On appelle ça chez nous la formation Sentinelle, là, qui est une formation quand même de 7 heures d'une journée complète où on outille les gens à accueillir ces idées-là, à récolter une coupe d'informations pour être en mesure de bien référer vers les ressources qui existent. Mais on va offrir de l'accompagnement personnalisé là, à tous les proches aidants qui vont cogner à notre porte sans aucun doute. OK, puis les sentinelles, mettons, c'est comme monsieur, madame, tout le monde qui est intéressé par ça, qui peuvent s'inscrire puis le faire? Oui, on offre, on n'a pas encore ouvert de formation comme at large populationnelle au Témiscamingue. Là, à date, ce qu'on fait, c'est qu'on répond souvent aux entreprises qui veulent instaurer ça chez eux. Fait que, tu sais, on trouve ça le fun quand une entreprise ou un organisme ou quelqu'un est prêt à dire, bien, moi, je vais vous laisser mes employés pendant une semaine, pas une semaine, une journée complète, un 7 heures, pour que vous les formiez, puis qu'après ça, s'il y a des gens chez nous qui vont pas bien, ils vont pouvoir se diriger vers ces personnes-là. On trouve que c'est un beau geste. Là. Dans les dernières années, là, l'école des adultes, par exemple, là, est un bon exemple de personnes qui s'est formée. Puis aussi, LVL Global, l'usine à Ville-Marie, ont formé beaucoup de gens. C'est quoi l'accompagnement que vous offrez aux personnes, aux proches aidants ou les personnes qui sont endeuillées par le suicide? C'est quel genre d'accompagnement que vous faites avec ces personnes-là? Ça va être différent d'une personne à l'autre, en fait. Ça va être différent aussi d'un proche aidant versus d'un endeuillé. Tu sais, quand on parle de proche aidant, ce qu'on veut, c'est que la personne soit informée des ressources qui existent au Témiscamingue pour pouvoir référer, puis pour pouvoir lui-même aller chercher de l'aide, puis pour pouvoir rester en bonne santé mentale, dans le fond, pour pouvoir continuer de soutenir cette personne-là. Tandis que quand on est avec des personnes qui sont endeuillées, bien là, on est un peu ailleurs. Tu sais, le deuil par suicide, c'est un deuil complexe, si je peux dire, dans le sens où, dans tous les deuils qu'on vit, la réaction normale d'un humain, c'est de chercher des raisons. Puis des fois, bien, on n'est pas capable d'avoir ces réponses-là. Dans un suicide, tu sais, c'est fait différemment selon la personne. Fait que on va travailler ça. Pour ceux que ça pourrait intéresser, là, sachez qu'on travaille plus non plus avec les étapes du deuil. On va parler de deuil résilient. Tu sais, dans la vie, on n'accepte pas la mort de quelqu'un. C'est pas ça qu'on recherche. En fait, ce qu'on recherche, c'est d'apprendre à vivre avec cette perte-là, avec le petit manque qu'on a, puis comme je l'ai dit tantôt un peu pour ma part, mais d'utiliser cette peine-là pour aller se trouver des forces puis se mettre en action ailleurs. Donc, quand on parle de deuil résilient, c'est qu'on comprend que c'est des étapes qu'une personne va passer tout au long de sa vie, qu'elle va revenir, qu'elle va avancer, qu'il va avoir des défis. On entend souvent qu'une personne qui a fait une tentative, elle le fait pour chercher l'attention ou autre. On sait que c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se cache derrière une tentative de suicide? Derrière une tentative se cache une demande d'aide. En fait, on ne prendra jamais, comme tu l'as dit, Maëlie, une tentative comme de la manipulation. En fait, si quelqu'un est rendu à nous parler d'idées suicidaires, ben c'est parce qu'il va mal à ce point-là. Fait que faut toujours se dire que c'est un appel à l'aide, puis des fois, la personne ne sait juste pas comment le faire, mais il faut comprendre que la personne est dans un désespoir, puis qu'il est temps de la ramasser, mettons. Puis souvent, je pense que les gens ont comme assimilé que recherche d'attention, c'est, mettons, tu sais, comme quand tu es au secondaire, là, puis tu vas faire une niaiserie, puis tu cherches l'attention, mais c'est pas nécessairement une recherche d'attention, mais comme tu dis, plus une recherche
d'aide, une recherche de... Ben oui, puis tu sais, pour vrai, n'importe qui est à risque de vivre des idées suicidaires dans sa vie. N'importe qui est à risque de vivre tellement de choses qui font mal que de se demander c'est quoi les options qui s'offrent à moi, tu sais. De se dire que quelqu'un va vraiment utiliser le suicide, puis probablement que ces personnes-là le savent déjà, tu sais, qu'est-ce que ça fait dans leur vie. Ils en ont eu... Je veux dire, on est en Abitibi-Témiscamingue. Si on parle d'une quarantaine de suicides par année, on le sait qu'il y en a une couple de nous autres qui va les connaître, qui va en avoir vécu, qui voit son ami vivre un deuil. C'est faux de penser qu'on ne sait pas ce que ça fait, tu sais, un décès par suicide, mais quelqu'un qui est rendu là, malheureusement, c'est parce qu'il est vraiment au bout, puis que ce qu'on veut, c'est y offrir toute l'aide possible. Tu sais, moi, pour avoir travaillé dans les écoles un peu dans le passé, tu sais, c'était beaucoup... Dans les formations, tu nous disais de valider avec l'enfant c'est quoi sa conception de la mort. Parce que souvent, justement, ça va être « Ah, je veux mourir », mais est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Puis c'est là qu'on pouvait comme... Ben, on traite... à les aider, là. Ben oui, on traite vraiment les tranches d'âge différemment là, par rapport à quand une personne verbalise des idées suicidaires. Quand on parle de 14 ans et plus, on met comme tout le monde dans le même bateau, là. On comprend à peu près la mort de la même façon, puis on est capable d'estimer la dangerosité, mettons, d'un passage à l'acte de la même façon. Quand on est plus dans le 5-13 ans, puis là, en bas de 5 ans, ça s'est pas vraiment vu. À partir de 5 ans, malheureusement, au Québec, ça existe. Mais c'est là que c'est important, entre 5 à 13 ans, d'aller vérifier. Tu sais, tu me parles de mort, tu me parles de suicide, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais que la mort, c'est que tu reviens plus jamais? Tu sais, parce que des fois, c'est le genre de questions qu'on peut poser à un enfant pour connaître un peu ses intentions, mettons. Là. Ouais. Ben oui, parce que des fois, ils peuvent penser que c'est comme dans les jeux vidéo, peut-être. Ben oui, j'ai 3 vies, puis je vais revenir. Ouais, c'est ça. Qui c'est comme d'aller dormir. Oui, ben puis tu sais, on l'utilise dans notre folklore québécois, ces belles phrases-là, là, « est parti au ciel, s'est endormi pour toujours Ouais. ». Malheureusement, c'est drastique, mais quand on parle de mort à un enfant, on est mieux de parler de vraies affaires. Je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que si, peu importe l'âge, là, quand une personne est capable de formuler une question à un sujet, c'est parce qu'elle est capable de recevoir la réponse. C'est quoi les signes peut avoir que notre personne, notre être cher, va pas bien? T'sais, c'est quoi les signes qu'on doit rester à l'affût un peu? Mais l'avantage, quand c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est que n'importe quel changement de comportement est un signe. Fait que, tu sais, je peux bien vous dire que quelqu'un qui est suicidaire va vivre des symptômes dépressifs, va pleurer, s'isoler, puis arrêter de manger. Ben pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être l'inverse, tu sais. Pour quelqu'un d'autre qui mangeait peu, va peut-être noyer ses émotions dans la nourriture. Quelqu'un qui était déjà à la maison seul plus souvent va peut-être vouloir s'étourdir dans le public, puis socialement, puis vouloir être un peu partout tout le temps, puis pour y penser le moins possible. Fait que, tout changement de comportement drastique chez les gens qui sont autour de nous, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Puis là, on parle aussi de symptômes, et signes et symptômes, là, si je peux dire, de détresse qui peut être direct. Hein, les gens vont le dire. Je veux mourir, je ne vais pas bien, ça va être assez clair. Mais il va y avoir des choses un peu plus indirectes aussi, des gens qui disent genre... vous allez être débarrassé, vous allez être mieux sans moi. C'est le genre de message qu'on va rester à l'affût. Mais sinon, des personnes qui vont donner plein de leurs objets. Là, je veux dire, là, tu peux avoir une mère qui fait aussi le ménage de son sous-sol. Là, mais tu sais, t'es pas obligé de t'inquiéter. Mais tu sais, quelqu'un qui a envie de faire des dons de son vivant, puis là, tu te rends compte de, tu sais, t'auras ça au moins pour te rappeler de moi. On peut poser une couple de questions, mettons, rendu là. Des gens qui écrivent des lettres. Des gens qu'on pourrait aller voir aussi leur historique de recherche Internet. Là. C'est pas le genre de choses qu'on va souvent voir sur un ordinateur, mais les personnes qui pensent au suicide s'intéressent à ce sujet-là. Fait que ça se pourrait que dans leur historique, on voit une couple de recherches là, à ce niveau-là. Puis il doit y avoir une perte d'intérêt, genre, sur leur passion. Tellement. T'sais, au niveau cognitif, là, oui, une perte d'intérêt, une perte de motivation. On va parler de gens qui vont avoir de la difficulté à prendre des décisions, vont toujours être confrontés à plusieurs choix, qui vont se mettre des masques, là, qui vont travailler fort le jour, utiliser toute leur énergie pour pas que ça paraisse. Se projeter dans le futur aussi, des fois que ça peut être plus difficile. Totalement. Pour certains. La concentration, l'hypervigilance, ouais. Les proches, c'est vraiment les mieux placés pour évaluer si une personne est en détresse. Ou, tout le temps, tout le temps.
Justement, as-tu des conseils à offrir aux proches qui veulent aider un proche? Ça fait beaucoup de proches dans la même phrase, là, mais qui veulent aider un de leurs êtres chers à passer à travers puis qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais la première chose que je dirais, c'est vraiment de s'informer des ressources qui sont autour d'eux parce que ça va être la meilleure façon pour eux de s'outiller puis de se maintenir un peu à flot là, pour pouvoir aider ces personnes-là. Fait que c'est mon plus grand désir que ces proches-là, ils s'épuisent pas. Sinon, d'être capable de demander à quelqu'un s'il a des idées suicidaires, ça peut être touché, tu sais. C'est pas une phrase qu'on utilise à tous les jours, mettons. Mais si jamais on est à l'aise de le faire, j'encourage toujours cette question-là. Puis on l'utilise avec les vrais mots au présent, puis le plus court possible, là, pour s'assurer d'avoir une vraie réponse. Pas tourner autour du pot, puis ben non, c'est essayer ça. d'éviter le sujet de toutes les manières possibles. Tu sais, quelqu'un qui a des idées suicidaires, s'il en a jamais parlé, c'est souvent parce qu'il sait pas à qui en parler, puis qui va être prêt à recueillir ces informations-là. Une réponse affirmative à « tu des idées suicidaires? » Oui, mon Dieu, peut-être que la personne n'était pas prête à recevoir ça, mettons. Dès que quelqu'un s'avance sur ce sujet-là auprès d'elle, c'est comme une ouverture de porte. T'sais, je t'ouvre la porte pour te dire je suis à l'aise de te parler de suicide, puis si tu y penses, parle-moi-en pour vrai. Fait que si tu as l'air mal à l'aise, puis tu tournes autour du pot, ça se peut qu'il le ressente aussi, puis qu'il n'ait pas envie pas te le dire, mais de te maintenir, toi, comme proche, parce qu'il se soucie de toi aussi. Ouais. Puis quelqu'un qui n'a pas d'entourage, qui va pas bien, qui est en détresse, c'est quoi les solutions? Mais tu sais, les ressources sont là quand même tout le temps, avec ou sans proches. Les ressources existent. On en a des gens qui, peut-être, qui ont moins de proches au Témiscamingue, mais qui vont être super entourés dans des milieux sociaux, au travail, à l'école, dans des centres de jour, dans du bénévolat. Tu sais, fait qu'on a des gens autour de nous. Peut-être qu'on se dit pas qu'on sera à l'aise de parler de notre détresse complètement à toutes ces personnes-là, mais tu sais, on va espérer que ces gens-là puissent s'ouvrir à quelqu'un. Les organismes communautaires sont encore disponibles pour tout le monde n'importe quand. Les ressources 24/7. Les lignes téléphoniques aussi. Oui, c'est ça. Ligne téléphonique, texto. Mais en prévention suicide, on s'est donné là, dans les dernières années. Fait qu'on a une ligne téléphonique, on a du clavardage, on a du texto. Ça, c'est juste le centre de prévention suicide du Témiscamingue? Non. Non, OK. Non, on n'est pas 24/7. Dans le fond, on n'est pas un centre de crise. Fait que, tu sais, quand on est fermé, on réfère à tous les services qui sont disponibles. Est-ce que quand il y a justement un clavardage avec quelqu'un du Témiscamingue dans un centre de crise, est-ce que vous recevez comme une information ou c'est vraiment confidentiel? Puis... C'est très confidentiel, à moins que la personne mentionne qu'elle voudrait être référée chez nous pour pouvoir avoir un suivi en présence, parce que nous, on peut rencontrer les gens sur nos heures de bureau. Mais si tu veux continuer de clavarder quand ça te tente, puis de juste faire ça, puis si tu as envie d'appeler quand ça te tente, puis de jamais nous voir en vrai, t'as le droit, clairement. Fait que si la personne mentionne un désir de venir nous rencontrer au bureau, d'avoir un suivi en présence, ben là, ils vont nous référer, ils vont nous envoyer toutes les informations. Est-ce qu'il y a une situation professionnelle qui t'a marqué, que ça soit autant d'un côté positif ou d'un côté plus négatif? Clairement. C'est sûr qu'il y a des situations professionnelles qui me marquent. Tu sais, on est un petit milieu, fait que il y a des choses qui sont plus difficiles. Mettons négativement, là, il y a malheureusement des situations qui sont arrivées qui me rappelaient mon deuil à moi par suicide. Fait que là, ces moments-là, tu mets toute ton énergie pour passer à travers ta rencontre d'1 heure, puis la minute qui suit, tu es dans le bureau d'une collègue, puis tu ventiles. C'est la meilleure chose à faire. Il y en a d'autres, des moments qui vont toucher nos amis. T'sais, on est des intervenants, mais en même temps, si on a des amis puis de la famille qui vivent ces deuils-là, on a envie des outiller, des soutenir. Mais la coupure des émotions est plus difficile là, quand c'est ton ami qui pleure en face de toi. Fait que ces moments-là, c'est des moments plus marquants, plus difficiles sur l'énergie, là, je dirais. Surtout que, tu sais, en Abitibi-Témiscamingue, on est un petit milieu, fait que... Il y a beaucoup de gens qui se connaissent, mettons. Là. Ah oui, à la grandeur de la région, tu sais, on est chanceux parce qu'on a 7 centres de prévention suicide en Abitibi-Témiscamingue. On est une des régions avec le plus de centres de prévention suicide pour être présent dans chacune des MRC, mais ça fait en sorte qu'on est des petites équipes quand même. Fait que une façon pour nous de bien travailler, c'est de se concerter les 7 centres ensemble. Fait qu'on fait des rencontres souvent, là, presque au mois, tout le monde ensemble. Puis là, on se soutient, on vit des suicides sur nos territoires, on a besoin que d'autres centres viennent nous soutenir, nous aider.
Hey, c'est pas rare là, qu'on connaissait quelqu'un, un proche, peu importe de quelle MRC ça vient. C'est fou comment on est une petite région. Parce que vous êtes combien au centre, mettons, à Ville-Marie, là, pour le Témiscamingue? On est 2 personnes à travailler en prévention suicide. Donc, moi, une intervenante, puis j'ai aussi une intervenante à temps partiel sur le projet. Mais on est une équipe de 5. Mais ce qui nous diffère de d'autres centres de prévention suicide, en fait, c'est qu'on est mandataire du travail de rang. Le travail de rang étant le travail de proximité auprès des agriculteurs, des employés agricoles, des familles agricoles ou des intervenants qui gravitent autour, genre un chauffeur de truck de lait, un vétérinaire. Fait que, tu sais, on connaît la détresse psychologique chez cette clientèle-là qui tourne autour du milieu agricole. Donc, on a choisi au Témiscamingue d'utiliser nos ressources pour offrir ce service-là, ce qui fait en sorte qu'on se sépare les services là, à l'interne. Puis est-ce qu'à l'inverse d'une situation négative, tu as un exemple d'une situation positive, une transformation que tu as vue dans le cadre de ton travail? Clairement. Vous allez peut-être être déçus par ma réponse parce que ce ne sera pas quelque chose de gros, mais je me rends compte à chaque fois qu'on fait des interventions auprès des personnes suicidaires à quel point, quand ils viennent chercher de l'aide, c'est vraiment pour en recevoir. Tu sais, que n'importe quel conseil, ils sont prêts à les prendre puis qu'ils vont les essayer, les choses. Fait que je me rappelle puis je la compte souvent quand je donne des formations aux intervenants, mais je me rappelle d'un homme qui était venu me rencontrer au bureau puis qui était vraiment dans une phase là, difficile de sa vie. Puis, en fait, une des choses qu'on doit faire, c'est donner un peu des devoirs aux personnes entre nos prochaines rencontres. Puis, je le voyais dans 2 jours. Fait que ça m'énervait un petit peu que cette personne-là dîne pas. Son alimentation avait vraiment diminué, puis je voulais qu'il reprenne soin de lui. Fait que j'ai comme donné un défi de recommencer à grignoter, au moins sur l'heure du dîner. Tu sais, t'as pas besoin de manger un hamburger avec une grosse poutine puis 3 liqueurs, tu sais. Puis là, je disais ça, puis on est capable de faire des blagues avec ces gens-là, hein, puis les rires dans nos bureaux. Fait que j'avais dit, je sais pas, mange 3 carottes, ça va être bien correct. Dis-moi dans 2 jours que t'as mangé 3 carottes pour dîner, puis je vais être heureuse. Puis là, il riait de moi avec mes carottes, puis je trouve, tu sais, ça me faisait un peu plaisir quand même qu'il rit de mes jokes, parce que... Mais là, ça met plus de légèreté dans tout ça. Ben parce oui. que ça reste quand même que c'est un sujet qui est pas... Oui, c'est un sujet lourd, mais tu sais, la légèreté est importante. Ouais. Puis là, 2 jours plus tard, quand il revient dans mon bureau, il me regarde avec un petit sourire en coin, puis genre, fait que là, quoi de neuf? Et genre, ben, je mange des carottes là, à cette heure pour dîner, puis là, il riait, mais en même temps, il s'était mis en action. C'était juste une petite chose qu'il avait modifiée, mais il avait aussi changé beaucoup de choses en 2 jours, mais juste de manger 3 carottes pour dîner, c'est le petit coup de pouce qu'il avait fallu. Ouais. C'est mon histoire préférée. Ben, c'est cute. Puis c'est tellement vrai qu'un petit geste, comme ça peut avoir l'air d'un gros accomplissement, mettons. Ben oui! D'une montagne. Ben tellement, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tu le sais pas quel conseil tu vas donner ou quelle blague tu vas faire qui va faire en sorte que la personne va aller mieux. Mais ça marche. On va parler plus souvent de carottes. C'est ça, utiliser les carottes, ça fonctionne. Comment tu fais, toi, pour garder ton équilibre dans tout ça? Le plus important, c'est mon équipe de travail. De se permettre de discuter ensemble des journées qui sont plus difficiles. Parce qu'il va en avoir. C'est pas vrai de dire que j'en ai pas des journées difficiles au centre de prévention suicide. Puis, tu sais, j'aime quand même rappeler le fait qu'on est un centre de prévention. Donc, la majeure de notre travail, c'est d'organiser des activités de prévention, de sensibilisation, des campagnes. On travaille fort sur ça. Fait que pour nous, ça, c'est le petit côté positif, tu sais, qui nous motive. Mais on les a encore, les rencontres avec les personnes qui ont des idées suicidaires, leurs proches, les personnes endeuillées par suicide aussi. Fait que ces journées-là où c'est plus difficile, il faut se permettre d'aller s'asseoir dans le bureau de quelqu'un qui est présent au bureau, de ventiler, de rire, de pleurer aussi, ça m'est arrivé, de crier, d'être exaspéré. On a le droit à toutes les émotions, comme n'importe qui. C'est ça. On a le droit aussi de passer la POC si jamais on a des journées où c'est plus difficile. Puis on se permet ça dans notre équipe de travail. Fait que je trouve qu'on a vraiment une belle dynamique, qu'on a ce soutien-là. Dans notre quotidien, on rit, on a des activités, des projets stimulants. Fait que, tu sais, ça recharge nos batteries pour les journées qui vont être plus difficiles. Puis c'est ça, on se permet de vivre ça tout le monde ensemble. Toute l'équipe s'accroche à ça. En fait, c'est le genre de choses qu'on se nomme souvent même, qu'on se remercie, qu'on est reconnaissant aussi d'avoir l'équipe de travail qu'on a puis de pouvoir... vivre tout ce qu'on vit ensemble. Mettons que tu rencontres quelqu'un une journée, que là, le lendemain, t'apprends qu'il est passé à l'acte.
moi, si je m'imagine dans la peau de l'intervenante qui a intervenu avec cette personne-là, j'aurais quand même, veux pas, une partie de moi qui se sentirait coupable. Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps? Est-ce que ça dépend de chaque personne? Hey, puis j'aimerais ça te répondre puis te dire, genre, ça m'arrivera pas parce que on sait les choses qu'on fait puis qu'on se base sur la théorie. Mais, tu sais, dans les faits, ce que je peux te dire, c'est que je peux pas savoir comment je vais réagir si un jour ça m'arrive, mais ça m'est jamais arrivé. OK. Puis on en parlait justement dans les derniers temps, dans nos rencontres régionales. Tu sais, je suis une jeune directrice d'un centre de prévention suicide, dans le sens où ça fait seulement 4 ans que je suis là, puis qu'avant, je n'étais pas dans la prévention du suicide. Mais il y en a d'autres pour qui ça fait bien plus longtemps que ça, tu sais, des 10, 15 ans qui sont en prévention du suicide, et ça ne leur est pas arrivé non plus en Abitibi-Témiscamingue de rencontrer quelqu'un qui s'enlève la vie. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, venez chercher de l'aide, ça fait du bien. Mais tu sais, je peux pas dire que c'est ça en théorie pour tout le monde, mais je pourrais pas répondre à ta question parce que je pourrais pas savoir ce serait quoi ma réaction à ce moment-là. J'ai envie de dire que j'aimerais ça, être capable de me fier sur ce que j'ai fait, puis de me dire que, tu sais, ça m'appartenait plus parce que moi, j'avais fait mon bout de chemin, puis que avec les informations que j'avais eues, j'avais fait exactement les choses qu'il fallait que je fasse. Puis c'est ça, je dirais à un employé, si ça arrivait, je pourrais aussi ne pas du tout réagir de même, parce qu'on est des humains. C'est positif, au final, là, que tu l'aies jamais vécu, parce que ça veut dire justement que les services servent à quelque chose, hein, que ça a vraiment une différence dans la vie des gens, puis que combien de vies vous avez réussi à sauver, tu sais, juste en étant là, en étant présent, en étant vous-même, là, fait que c'est quand même... Oui, puis on n'aura jamais ce chiffre-là, parce que, tu sais, pas vrai que tout le monde qui vient dans nos bureaux nous parle d'idées suicidaires. Fait que je serais même pas capable de dire combien de personnes m'ont parlé d'idées suicidaires et ne sont jamais passées à l'acte. Tu sais, j'ai pas ces chiffres-là, mais juste de parler quand ça va pas bien peut faire en sorte que tu te rendes même pas là. On suscite l'espoir. C'est ça! On suscite l'espoir. Ben, ça l'amène à la prochaine question qui est qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast-là aujourd'hui? Mettons une chose qu'il faudrait qu'ils retiennent. Ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que, pour moi, il y a zéro tabou à parler de suicide. J'aimerais ça que tout le monde soit à l'aise d'en parler comme on vient de le faire, parce que plus le monde en parlerait ensemble, plus ce serait normal, parce que c'est normal de vivre des périodes de détresse, puis d'avoir des idées qui se mêlent, puis des recherches de réponses à nos questions, tu sais. Fait que plus on en parlerait tout le monde ensemble, moins on aurait de gens qui se rendraient là. Puis ça, c'est mon plus grand rêve. J'ai inventé un mot là-dessus, là, tu sais, il n'y a pas si longtemps, nous, ça fait 2 ans que nos bureaux sont pignons sur rue, qu'on a un logo puis notre propre porte à nous, là. Avant, on était tout le temps cachés avec d'autres gens dans des bâtisses où est-ce qu'on s'affichait pas tant, puis que... Faut que ce soit comme plus confidentiel. Tu sais, c'est confidentiel pareil, mais en même temps, qui sait pourquoi tu rentres chez nous? Ouais, tu sais, je veux dire, tu peux venir parce que tu es inquiet pour quelqu'un, puis tu devrais pas avoir à te cacher pour ça. Tu peux venir parce que tu as besoin d'aide, puis tu devrais pas avoir à te cacher pour ça. J'ai une tonne d'intervenants qui rentrent chez nous parce qu'ils viennent chercher du soutien pour les situations qu'ils vivent. Tu sais, c'est mon rêve que tout le monde puisse faire ça tout le temps. Fait que mon nouveau mot, c'est détaboutiser. C'est ma mission. Je veux détaboutiser le suicide, la prévention du suicide. Ah, mais c'est un beau mot. Ben oui. Ben merci. Moi, c'est ça que je vais me rappeler, en tout cas. Ouais? Ben oui. Ça me ferait plaisir que ce soit ça que tu te rappelles. Ouais. Je pense que je vais le répéter à cette heure. Détaboutiser? Ouais. Ça, puis susciter l'espoir, j'imagine? Oui. Susciter l'espoir aussi, c'est important. Mais ça, parlez-en donc, susciter l'espoir, parce que j'ai comme coupé avec ma question, là, mais susciter l'espoir, dans le fond, c'est... Ben, en fait, c'est que toutes les formations qu'on donne aux intervenants pour qu'ils soient capables de bien intervenir avec les personnes suicidaires, on a comme une grille à remplir, tu sais, pour être capable d'évaluer, on dit d'estimer le risque de passage à l'acte d'une personne. C'est sur une échelle de couleurs. Fait qu'on a les verts, les jaunes, les oranges, les rouges. Puis selon la cote finale, ben ça nous dit qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme filet de sécurité ou quelles ressources aller chercher, quelles références faire. Sauf que ce serait pas si bon d'avoir quelqu'un dans notre bureau puis de poser toutes les questions de notre questionnaire puis de le laisser repartir. Tu sais, dans le fond, ce qu'on fait quand on pose les questions, c'est qu'on ramène la personne dans sa détresse quand même souvent, tu sais, parce que nos questions sont genre « Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? » Fait que là, si la personne se sent seule, pas sûr qu'elle va repartir
avec plein de l'espoir de notre bureau. Fait que la semaine passée, j'ai donné une formation, mais Maëlie était présente. Fait que je le répète souvent. Le but, c'est à chaque question qu'on pose, il faudrait qu'on suscite l'espoir. Fait que... Ouais, mais l'air de rien, c'est difficile. Tu te rappelles-tu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour susciter l'espoir? Genre, ça a l'air quand même assez facile à dire de même susciter l'espoir, mais je vous le dis, là, c'est vraiment pas facile. Ben ça fait pas partie de nos réflexes, hein? Ben non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que c'est comme me dire, ce qu'on veut, c'est 3 choses tout le temps. C'est d'aller voir les parties du passé des personnes qui étaient des exceptions. Fait que des moments où cette personne-là a bien été, a utilisé des forces pour se sortir de certaines situations. Au présent, ce qu'on veut, c'est toujours faire ressortir l'ambivalence. Si la personne est en train de nous parler de ses idées suicidaires, c'est parce qu'il y a une partie d'elle qui veut vivre. Puis on veut faire valoir ça. Puis quand on parle au futur, ben là, ce qu'on veut, c'est que la personne soit capable de se projeter, comme tu disais tantôt, pour qu'elle soit capable d'espérer, tu sais, un futur qui vaut la peine. Fait que dans toutes nos questions, c'est comme s'il faudrait en rajouter une question, une affirmation, souligner des forces à chaque fois. Fait que là, genre, est-ce que tu as des idées suicidaires? Fait que là, la personne pourrait répondre oui. OK, ben wow, t'es donc bien fort d'être venu m'en parler. Fait que là, à chaque phrase, il faut comme susciter l'espoir dans le but que la personne, finalement, ce qu'on veut, c'est qu'elle se rappelle bien plus de ces moments d'exception, de son futur qui vaut la peine, puis de son ambivalence actuelle, que des questions qu'on a posées à propos de sa situation actuelle. La personne ne sera peut-être pas capable de nous répondre non plus à la première question qu'on lui pose par rapport à qu'est-ce qui a déjà bien été dans ta vie. T'sais, s'ils sont rendus au point de nous parler d'idées suicidaires, ça se peut qu'ils considèrent que leur vie n'était pas si cool que ça. Mais il faut être à l'aise avec les silences, avec les réflexions, laisser le temps aux gens d'y penser pour vrai. Fait que, il sort toujours des choses. C'est quoi les ressources qui sont présentes pour les personnes qui ont des idéations suicidaires, mettons? Bien, les centres de prévention suicide, c'est sûr que c'est une bonne ressource, mais on n'est pas des centres d'urgence. Fait qu'on a beaucoup de choses à nos horaires à travers une semaine complète. Fait que c'est sûr qu'on va toujours prioriser les gens qui viennent chercher de l'aide, mais pas de soir, de nuit et de fin de semaine, malheureusement. Donc, c'est sûr que nous et tous les autres centres de prévention suicide au Québec, parce qu'on est près d'une trentaine, je crois, là, à la grandeur de la province. Sinon, si j'irais dans les ressources plus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne faut pas oublier tout ce qui est prévention suicide. Il y en a des spécifiques, comme je disais tantôt, ligne téléphonique, texto, clavardage. Fait que la ligne téléphonique, c'est le 1-866-APPEL, donc le 1-866-277-3553. Sinon, on peut texter avec notre téléphone cellulaire au 53 53 53 ou clavarder au suicide.ca. Puis ça, c'est aussi un site Internet avec plein d'informations où on peut aller voir la prévention du suicide, comment aller mieux, des choses comme ça. Puis même, il y a des onglets pour les proches qui s'inquiètent pour quelqu'un. Fait que c'est vraiment un beau site québécois, hein, on peut être fier de cette ressource-là. Le 811, option 2, je ne sais pas si tout le monde connaît le 811, option 2, mais tu sais... Info sociale. Oui, info sociale. Donc, on était habitué d'appeler au info santé en faisant l'option 1, mais si on fait l'option 2, on parle à quelqu'un en relation d'aide. Fait que on n'a même pas besoin d'avoir des idées suicidaires pour se rendre là. On peut appeler à n'importe quel moment là, pour recevoir de l'aide. Pour les enfants, ben enfants et jeunes, là, je dirais jeunesse j'écoute, puis tel jeune, ouais, c'est ça. Ces ressources-là que j'ai pas les numéros de téléphone par cœur, par contre. Oui, mais sur Internet, ils ont toutes les informations. Tu fais juste écrire écoute jeunesse ou tel jeune, puis ça... Ben c'est ça, puis tu sais, je peux bien donner un numéro de téléphone. Il y en a un des deux, c'est le 1-800-668-6868, mais nos jeunes n'ont pas tous des téléphones. Fait qu'ils ont aussi sur leur site Internet le clavardage et les ressources disponibles à distance de ces façons-là. Fait que je trouve ça le fun de savoir qu'on se diversifie dans les manières de demander de l'aide parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de la même façon. Pour terminer, on va s'imaginer que présentement, quelqu'un qui nous écoute, qui pourrait être en détresse, qui pourrait avoir des idées suicidaires, ben, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui nous écoute? J'aurais envie de dire d'aller chercher de l'aide parce que c'est pas vrai que personne peut nous comprendre ou que personne peut nous aider, dans le sens où ça se peut qu'on ait l'impression d'avoir épuisé l'éventail de ressources puis de solutions par rapport à certaines situations qu'on vit. Mais des fois, il y a d'autres gens qui ont d'autres idées. Puis ça vaut la peine d'aller chercher ces idées-là. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir.
On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!